Dans le paisible village de Ndem, au cœur du Baol, vivait Malik, un jeune homme au regard vif et à la parole rare. Il était connu pour sa capacité à écouter les autres sans juger, et son amour pour les contes des anciens. Malik était ce genre de personne qu'on oublie difficilement, non pas parce qu'il faisait grand bruit, mais parce qu'il dégageait une présence douce et rassurante, comme l'ombre fraîche d'un baobab à midi. Chaque matin, il aidait son père à sarcler la terre rouge des champs de mil et d'arachides. Chaque soir, il retrouvait sa mère, Awa, près du feu pour préparer le thiéboudienne. Dans son village, la vie était rythmée par les saisons, les chants des femmes au mortier, les battements de tam-tam du dimanche, et les grandes palabres sous l'arbre à palabres. Mais dans le cœur de Malik, il y avait un vide. Un désir qu'il n'osait nommer, celui d'accomplir quelque chose de plus grand, quelque chose qui laisserait une trace. Ce soir-là, le feu crépitait doucement au milieu de la cour sableuse de Ndem. Les enfants, rassemblés autour de la grande natte, se tenaient étrangement silencieux. C'était un soir de natte, ces veillées racontées où la parole remplace la télévision, où les étoiles deviennent les témoins muets des récits ancestraux. Papa Amadou, doyen du village et griot légendaire, tapotait son tam-tam à rythme lent, presque chuchoté. Il avait cette voix rauque et chaude qui semblait sortir de la terre elle-même. Il y a longtemps, très longtemps, bien avant que le Sénégal ne porte ce nom, il y avait une pierre. Pas n'importe quelle pierre. Une pierre offerte par les djinns eux-mêmes. Les femmes cessèrent de piler. Les anciens se redressèrent. Même les chèvres, dit-on, s'immobilisèrent. On l'appelait la pierre de Kergalam. Elle ne brillait pas comme l'or. Elle brillait comme une promesse. On raconte que celui qui la retrouve rendra son peuple prospère. Mais elle est cachée, là où l'homme ne va pas, dans la forêt de Bandia. Et elle n'est pas seule. Elle est gardée par les esprits. Dans l'ombre, Malik, adossé à une branche du fromager, sentit quelque chose d'étrange. Pas de peur. Pas même de curiosité. Un frisson. Un appel silencieux. Comme si les mots du griot s'étaient glissés sous sa peau pour se mêler à son sang. Il revit mentalement son village, les enfants qui buvaient de l'eau tiède et sale, les mères qui priaient pour que la pluie tombe, les hommes qui partaient de plus en plus loin pour trouver du bois sec. Il entendait aussi la résignation dans les voix. Mais ce soir, quelque chose changeait. Il rentra chez lui tard, incapable de trouver le sommeil. Allongé sur sa natte, il regardait le plafond en banco de la case. Il se rappelait les mots du griot. La pierre brillait comme une promesse. Mais pourquoi lui? Il n'était ni fort comme Samba le lutteur, ni sage comme le marabout du village, ni rusé comme son cousin Tierno. Et pourtant, dans son rêve, cette nuit-là, il vit un baobab se pencher vers lui. L'arbre lui souffla une phrase en pulard. Su du Galma, Kono Sertinga. Ta maison est ici, mais ton destin est ailleurs. Il se réveilla en sueur. À ce moment-là, il savait. Ce n'était plus une envie. Ce n'était pas une curiosité. C'était un devoir invisible, une mission que seule son âme comprenait. Alors qu'il sortait, l'aube naissante colorait le ciel d'orange brûlé. Il vit un oiseau jaune se poser devant lui, un guêpier, rare dans cette saison sèche. Dans la tradition wolof, c'était un signe du monde des ancêtres. Il murmura. J'ai compris. Je dois partir. Et c'est ainsi, dans un silence total, sans tambour ni bénédiction, que naquit l'appel de l'aventure de Malik. Le lendemain matin, le ciel était encore pâle, et les coqs de Ndem n'avaient pas encore chanté, lorsque Malik se leva. Il avait à peine dormi, les mots du griot et son rêve du baobab tournaient dans sa tête comme un mbalax en boucle. Il savait qu'il devait annoncer son intention. Il trouva sa mère, Awa, accroupie au bord du foyer, soufflant sur les braises pour rallumer le feu.
La lumière vacillante illuminait son visage marqué par le temps, mais beau, fort comme le kaolin blanc qu'elle mettait parfois le vendredi. Maman. Elle leva les yeux, surprise par le ton solennel de son fils. Il continua. J'ai réfléchi. Je dois partir. Je veux chercher la pierre de Kergalam. Un silence pesant s'installa, aussi épais que le nuage de poussière après un match de lutte. Awa posa lentement sa calebasse, s'assit sur un tabouret et fixa son fils, les yeux brillants de stupeur. Puis, d'une voix basse mais tremblante. Tu veux partir seul, dans la forêt de Bandia? Malik, tu n'es pas un guerrier. Tu n'as même pas tué ton premier cochon brousse. Et tu crois que tu peux aller là où même les chasseurs n'osent plus poser le pied? Il baissa les yeux, mais ne répondit pas. Elle se leva, saisie par une colère mêlée d'inquiétude, et frappa la natte de sa main. Les moi, alors? Ton père est mort quand tu n'avais que 7 ans. C'est moi qui t'ai élevé. C'est moi qui t'ai appris à marcher, à lire les étoiles, à saler le poisson. Tu veux m'abandonner maintenant pour une pierre dont on ne sait même pas si elle existe? Les mots d'Awa étaient comme des flèches. Pas méchantes, mais lourdes d'un amour désespéré. Elle se mit à pleurer en silence, tournant le dos à Malik. Je t'ai déjà vu partir la nuit dans tes rêves. Mais je pensais que ça passerait, que c'était une fièvre. Malik voulut parler, mais sa gorge était nouée. Il n'avait pas pensé à ce que son départ signifierait pour elle. Pour son petit frère aussi, Ousmane, encore trop jeune pour comprendre. Pour le village, qui le verrait peut-être comme un fou, ou pire, comme un prétentieux. Il sortit, la poitrine lourde, l'âme hésitante. En chemin, il croisa Tierno, son cousin sarcastique. Alors, l'explorateur du dimanche, on va chercher les pierres magiques maintenant? Tu crois vraiment que tu es l'élu des ancêtres? Même le marabout du village, Sérigne mort, interrogé plus tard dans la journée, fut prudent. Ce que tu cherches est noble, mais dangereux. Et parfois, ce qu'on pense faire pour le bien devient un poison. As-tu seulement la foi qu'il faut pour survivre à l'invisible? Partout où il passait, les regards devenaient lourds. Certains moqueurs. D'autres inquiets. Certains espéraient qu'il parte, pour qu'il échoue et revienne plus humble. Le soir venu, il retourna s'asseoir sous le fromager. Cette fois, il ne vit rien. Aucun signe. Aucun oiseau. Aucun murmure. Le silence de la nuit semblait lui dire, tu as rêvé. Reste ici. Sois normal. Et pour un moment, Malik céda. Il décida d'oublier. D'enfouir son désir. D'aider au champ. De continuer à piler le mil. De vivre doucement, comme avant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'appel du destin, une fois entendu, ne se tait jamais vraiment. Il s'enfuit. Il grandit en silence. Et un jour, il frappe plus fort. 2 jours passèrent. Malik avait tenté de reprendre sa routine, mais tout lui semblait devenu creux.